Alors, quelle va être la durée de cette première phase de la méditation? Bien, il faut bien lui donner une durée, enfin disons lui donner une limite, puisqu'on a dit qu'il y avait des étapes, donc il faut délimiter les frontières entre ces différentes étapes. Et la durée, on pourrait fixer comme durée à cette première étape 21 inspirations et expirations. Donc, comptant ces 21 inspirations et expirations, on peut, disons, donner une telle durée à la première phase. Alors c'est une durée indicative, c'est pas du tout obligatoire de faire absolument pendant cette durée et de, par exemple, se forcer à tenir jusque là ou regarder constamment si on à combien de respirations on en est. C'est une durée indicative à peu près, ça devrait durer pendant ce laps de temps. Et il faut le prendre comme quelque chose d'indicatif et pas d'obligatoire. On va donc essayer de tenir l'objet on va donc essayer de tenir l'esprit placé ou focalisé sur cet objet pendant cette durée de temps, donc à peu près 21 respirations. Et dès que il va arriver un moment où l'esprit va glisser, va partir vers un autre objet. La distraction va se manifester. Et dès que ce phénomène va apparaître, dès que la distraction va apparaître, eh bien la vigilance va intervenir. Elle va discerner cette erreur et faire appel à la mémoire pour que à nouveau l'esprit soit focalisé sur l'objet choisi initialement. Et on dit qu'à partir du moment où cette erreur s'est manifestée, que la vigilance l'a décelée et que l'on est intervenu pour remettre l'esprit sur l'objet, eh bien on passe à la deuxième étape. Non. Et donc on arrive à la deuxième étape, donc au deuxième éléphant avec le petit singe qui est devant lui. Donc, et là on voit que le singe et l'éléphant ont tous les deux le haut de la tête qui est blanc. Il y a une partie de la tête qui est blanc. Et cela signifie que lorsqu'on arrive à cette deuxième étape, eh bien il y a la torpeur grossière et la distraction grossière ont un petit peu diminué. Alors la torpeur grossière ayant un peu diminué, l'éléphant a un petit peu de blanc sur la tête, et la distraction grossière ayant un petit peu diminué d'intensité, eh bien l'éléphant a un petit peu le singe a un petit peu la tête blanche.
Non. Mais même si cette distraction grossière a diminué un petit peu d'intensité, elle se manifeste toujours. Donc il y a quand même malgré tout toujours une distraction grossière et une torpeur grossière. Et lorsqu'il va y avoir à nouveau une manifestation d'un défaut, on passe à la troisième étape. Et cette fois-ci, c'est la mémoire qui intervient de façon plus intensive. Et cela est symbolisé par le fait que le religieux a crocheté avec sa corde l'éléphant. Et l'ayant crocheté, l'éléphant a tourné la tête et de même le singe. Ils se tournent tous les deux vers le religieux. Et cela symbolise le fait que par la mémoire, on va replacer à nouveau l'esprit sur l'objet. Donc il y a une diminution de la torpeur grossière et une diminution de la distraction grossière. À nouveau une diminution de cette torpeur grossière et de cette distraction grossière. Non. Non. Et lors des deux premières phases, le pratiquant est incapable de discerner la torpeur grossière de la torpeur subtile. Et en fait, il n'est sensible qu'à la torpeur grossière, il n'arrive pas à distinguer la forme subtile de la forme grossière. Quand on arrive au troisième degré, eh bien, il est capable de commencer de voir la différence entre une torpeur grossière et une torpeur beaucoup plus subtile. Et cette torpeur subtile, elle est symbolisée par le petit lapin qui est sur le dos de l'éléphant et qui symbolise donc cette torpeur subtile dont le pratiquant commence à être conscient, qu'il est capable de discerner. Non. Et étant capable de discerner, de distinguer cette torpeur subtile, eh bien, il va commencer à y remédier. Et c'est pourquoi la tête du lapin est blanche, puisque l'ayant discerné, il commence à y remédier. Et donc, cette torpeur subtile va commencer à diminuer. Dans la quatrième étape, dans la quatrième phase, par son travail, le pratiquant fait diminuer
on continue à faire diminuer la torpeur grossière et la distraction grossière, et cela est illustré par le fait que l'éléphant et le singe sont de plus en plus blancs. Ils sont à 40% blancs maintenant. Non. Non. Dans la 5e phase, le singe est passé derrière. Cela signifie que, à arriver à ce niveau-là, bien la distraction apparaît de façon moins fréquente, et c'est plutôt la torpeur qui apparaît de façon plus fréquente. Donc la distraction est beaucoup moins fréquente maintenant. Et à cette phase-là, bien l'éléphant et le singe sont à moitié blancs maintenant. Ils sont déjà à moitié éliminés. Ces deux obstacles ont diminué de moitié. On peut également remarquer la façon de marcher de l'éléphant. Il a une façon de marcher qui est beaucoup plus paisible maintenant. Il a l'air de marcher au pas tranquillement, et cela illustre le fait que l'esprit commence à être discipliné. Dans la 6e phase, l'éléphant et le singe sont blancs à 70%, donc il y a à nouveau une diminution de... Chapatula. Tout à l'heure. Non. Non. Et à partir de la 5e... À partir de la 5e phase, le religieux est passé devant l'éléphant. Et cela symbolise le fait que maintenant il est capable le pratiquant maîtrise beaucoup plus son esprit. Et de façon, disons, à l'état ordinaire, où lorsque l'on débute, eh bien, c'est le contraire. On n'a aucune maîtrise sur l'esprit, on est emporté par l'esprit, par le mouvement de l'esprit, l'agitation de l'esprit, et on n'a pratiquement aucun contrôle sur lui, qui était symbolisé par le religieux qui était derrière l'éléphant. Et quand on arrive à la 5e phase, eh bien, le pratiquant, là, il a une certaine emprise, il a un certain contrôle sur l'esprit, il est capable, il commence à pouvoir le diriger comme il le veut. Il y a une meilleure maîtrise de l'esprit.
Et si lors de la première phase, on ne pouvait tenir que pendant 21 respirations l'esprit focalisé sur l'objet de concentration, et bien plus on progresse tout au long de ces phases, plus la durée va augmenter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir arriver à quelques minutes, puis à 30 minutes, à 1 heure, à 1 heure et demie, à 2 heures, et on peut arriver à tenir ainsi pendant 2 heures, l'esprit focalisé sur l'objet, sans que l'esprit ne bouge, ne glisse de l'objet choisi initialement. Et quand Et quand on arrive à la 7e phase, eh bien on peut le voir, l'éléphant et le singe n'ont pratiquement plus de noir, ils sont pratiquement entièrement blanchis, ce qui signifie que les 2 obstacles sont pratiquement éliminés. Et l'élimination des obstacles signifie en même temps l'obtention des qualités. C'est-à-dire que plus on élimine les obstacles, plus on développe en soi les qualités de clarté et de fermeté de la concentration. Et on peut voir même à la 7e phase le fait que le singe est même derrière le religieux, c'est-à-dire que la distraction a pratiquement totalement disparu, elle est en train de disparaître, même la distraction sous sa forme subtile. Le singe est blanc et puis il est derrière le moine, c'est-à-dire qu'il n'a plus de n'a plus de rapport avec l'éléphant, il est derrière le moine. Et à la 7e phase, le religieux ne tient plus à la main l'aiguillon et la corde, parce que dans la mesure où les 2 obstacles de la torpeur et de la distraction sont pratiquement éliminés, eh bien il n'a plus besoin de faire appel à la vigilance et à la mémoire. Donc la concentration étant bien installée, étant bien établie, il n'a plus besoin de ces 2 outils pour la maintenir correctement. Lorsque les obstacles ne se sont pas manifestés, les obstacles de la torpeur et de la distraction ne se sont pas manifestés, faire usage malgré tout de la mémoire et de la vigilance causerait du tort à la concentration, c'est-à-dire que un usage excessif de la mémoire et de la vigilance, alors qu'il n'y en a pas besoin, causerait du tort à la concentration. Ne pas intervenir lorsque la torpeur et la distraction sont manifestes est une erreur, cause du tort à la concentration, mais intervenir alors qu'il n'y en a pas besoin est également une erreur,
porteurs à la concentration. C'est pourquoi là, puisqu'il n'y en a plus besoin, puisqu'il n'y a plus besoin d'intervenir, les obstacles ne se manifestant pas, il n'est pas nécessaire d'intervenir et donc il n'y a pas besoin de faire appel à la mémoire et à la vigilance. Même si la torpeur et la distraction apparaissent encore un tout petit peu sous la forme subtile, ils ne peuvent pas causer véritablement de tort à la concentration. Et donc il n'est pas nécessaire de faire appel à la mémoire et à la vigilance. Si la vigilance restait encore trop en activité, eh bien, elle causerait du tort à la concentration. De la même façon, si la mémoire était trop fortement sollicitée, eh bien, ça causerait également du tort à la concentration. Non. Quand on arrive à la 8e phase, il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de torpeur, donc il y a déjà plus de distraction, mais là il n'y a plus de torpeur même subtile. Et la seule chose, c'est qu'il y a encore un petit effort à faire par le pratiquant pour un petit peu. Il y a encore un petit effort à faire par le pratiquant pour placer l'esprit sur l'objet sur lequel il va se concentrer. Donc au début, dans le placement de l'esprit, il y a encore un petit effort à fournir pour placer son esprit. Mais ensuite, une fois que l'esprit est placé sur l'objet, eh bien, il peut tenir ainsi pendant 3 heures, 3 heures et demie. Donc, il peut tenir ensuite sans l'apparition d'aucun obstacle, sans l'apparition même de la torpeur subtile. Non. À la 9e phase, Non. À la 9e phase, le religieux est assis à côté de l'éléphant qui est couché, et cela illustre le fait qu'arrivé à ce niveau-là, eh bien, même pour placer l'esprit sur l'objet, le religieux n'a plus besoin de faire d'efforts. Les choses se passent très aisément, avec une grande aisance. Le pratiquant maîtrise bien son esprit, il est capable de se focaliser tout de suite sur un objet sans aucun effort. Au niveau de la durée, c'est à peu près la même chose que pour la 8e phase, c'est-à-dire il peut tenir ainsi pendant plus de 3 heures et demie, enfin pendant 3 heures, 3 heures et demie. La différence essentielle entre la 8e et la 9e phase, c'est que lors de la 8e phase, il y a un effort, malgré tout un petit effort qui est fourni par le pratiquant pour placer l'esprit sur l'objet, pour se focaliser sur l'objet. Alors que dans la 9e phase, il n'y a plus du tout aucun effort à fournir, les choses se font avec une grande aisance.
j'ai pas. Ramba groupa patria sono. Non. Ah, sì, quando ramba chupa muझे जाने शेना दो. शेना दो बिचे इसका. मैंने शेना दो बिचे देखा रamba chupa मुझे सुना था शेना दो बिचे ना. ये मुझे हो गया कि pas जुमाशी. Et là, ensuite, eh bien, on arrive à la 10e, enfin au 10e dessin, au 10e petit éléphant. Et là, c'est le calme mental a été, le calme mental est développé, il était établi, il est réalisé. Et Karim Boucher en parlera la prochaine fois. Quand on arrive à développer en soi le calme mental, eh bien, on peut rester pendant 4 heures concentré sur un objet sans qu'il y ait la moindre manifestation de torpeur ou de distraction. C'est tout qui. Alors, Alors, il est dit dans les textes que les premiers niveaux de réalisation du calme mental, lorsque on a réalisé le calme mental au début, on peut rester pendant 4 heures concentré sur un sujet. Un 6e d'une journée, donc 4 heures. Oui, dans les textes anciens, on ne parlait pas d'heures, on disait un 6e d'une journée, donc 24 divisé par 6, ça fait 4. Non. Donc, Karim Boucher va arrêter là pour ce soir. La prochaine fois, il continuera. Donc, il parlera de la réalisation le calme mental une fois réalisé. Il parlera également, mais de façon plus concise, de la vue pénétrante. Et ensuite, il y aura un moment laissé pour les questions qu'on pourrait avoir par rapport au calme mental. Donc, Karim Boucher demande que chacun regarde le dessin et réfléchisse, relise ses notes s'il en a pris, et que s'il y a des doutes qui se manifestent, de les noter tout de suite pour ne pas les oublier, et de noter donc toutes les questions et de les amener la prochaine fois.
Alors, Karimpoché demande que chacun fasse un effort dans la mesure où Karimpoché lui fait autant qu'il peut pour donner cet enseignement par rapport au samatha pour que chacun puisse en tirer un bénéfice. Il a également fait en sorte que chacun puisse bénéficier d'un dessin pour pouvoir suivre cet enseignement. Donc maintenant, il reste à chacun de ceux qui ont écouté et aussi développer un effort pour que tous, disons toutes ces conditions ainsi fournies puissent apporter un bénéfice. Si on ne fait pas d'effort, ça ne changera pas grand-chose pour qu'Karimpoché, lui, sait qu'il a fait ce qu'il peut, au maximum, autant qu'il le pouvait. Maintenant, si chacun de nous ne fait pas un effort, disons, qui corresponde à l'effort qui a été fait par Karimpoché, lui ne peut rien. Oui. Et si on ne fait pas des efforts de notre côté, quand Karimpoché rencontrera sa sainteté le Dalai Lama, ce qui arrive assez fréquemment, et à chaque fois qu'il y a de telles rencontres, sa sainteté demande à Karimpoché, est-ce que vous avez donné des enseignements, est-ce que cela est bénéfique? Et Karimpoché, si on n'a pas fait d'efforts, il dira oui, j'ai donné des enseignements. Quant au bénéfice, c'est difficile à dire. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, mais le bénéfice, c'est toujours difficile. Donc, ça dépend de nous.